quelques années déjà, la majeure partie de l'humanité vit en pleine osmose avec la technologie. Nous vivons désormais à l'affût de nos smartphones, et nos journées sont rythmées et orientées par ce type de son. Le bruit d'une notification ouvre alors le champ des possibles. Est-ce un ami qui me contacte? Est-ce une énième pub ou un spam? Est-ce que je me suis fait licencier? Un proche a-t-il été admis à l'hôpital? L'histoire que je m'apprête à vous raconter illustre parfaitement l'improbabilité de certaines situations, tout en questionnant notre rapport à la technologie. Laissez-moi donc vous présenter l'histoire vraie des mails envoyés par Jack Froese depuis sa tombe. Un soir de novembre 2011, Tim Hart, un jeune américain alors âgé d'une trentaine d'années, a reçu un email quelque peu dérangeant. Le sujet de ce mail, je t'observe. Et dans le corps du texte, on pouvait lire « Est-ce que tu m'entends? Je suis chez toi, et il faudrait vraiment que tu nettoies ton putain de grenier. » Lorsque l'on reçoit ce type de message, la première chose à faire est naturellement de vérifier qui est l'expéditeur de ce mail. Et dans le cas présent, il s'agissait de Jack Froese, le meilleur ami de Tim. À la lecture de ce premier mail, Tim s'est retrouvé mutique pendant de longues minutes avant de sombrer dans un état de terreur qu'il ne pensait jamais expérimenter. En effet, si au final le contenu du message n'avait rien de particulièrement alarmant dans le cadre d'une forte relation d'amitié de presque 20 ans, le problème venait précisément du fait que ce mail venait bel et bien de son meilleur ami, alors décédé depuis près de 5 mois. Le 10 juin 2011, Jack Froese succombait à son domicile, des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 32 ans. Jack était décrit par ses proches comme un expert en sarcasme, doté d'un sens de l'humour qui n'avait pour égal que sa gentillesse. Et puis arrive cette mystérieuse soirée de novembre 2011, par laquelle Tim recevait ce curieux mail de la part de son ami, décédé depuis près de 5 mois. Bon, à ce stade, vous devriez être en train de vous dire que soit Jack avait préprogrammé l'envoi de ce mail des mois avant son décès, ou bien que quelqu'un d'assez peu délicat était en train de faire une très mauvaise blague à ce pauvre Tim. Mais qui préprogramme l'envoi de mail plus de 6 mois à l'avance à son meilleur ami pour simplement lui dire qu'il doit ranger son grenier? A priori, on peut d'ores et déjà balayer cette hypothèse. Et pour la théorie selon laquelle tout ceci ne serait qu'une très mauvaise blague, eh bien, pourquoi pas après tout? Il y a beaucoup de tordus. Mais ce qui a réellement terrifié Tim, c'est précisément la référence faite à son grenier. Parce qu'en réalité, il y avait entre les deux amis cette blague récurrente, celle selon laquelle le grenier de Tim était un bordel sans nom et qu'il fallait impérativement qu'il s'en occupe. C'était un peu leur petit running gag qui ponctuait leur amitié. Tim a en effet déclaré à la BBC, qui avait fait un petit reportage sur cette étrange histoire, que la référence au grenier était vraiment notre truc à nous deux. Il n'y avait que lui pour me faire cette remarque. Tim précisait alors que lors de la dernière visite de Jack à son domicile, les deux amis étaient justement allés dans ce grenier pour, je cite, « voir de quelle manière Jack et moi allions pouvoir le rénover ». Tim indiquait alors que Jack lui avait précisé que « le sol est bien trop poussiéreux, tu ferais mieux de tout nettoyer avant qu'on se mette au boulot ». Tim précisait enfin que « nous étions que tous les deux dans le grenier à ce moment-là ». Mais ce n'est pas tout. Tim n'a pas été le seul à recevoir un mail de la part de Jack. Le 21 novembre, aux alentours de 22h30, Jimmy McGraw, un des cousins de Jack, avait également reçu un étrange mail émanant du compte de son défunt cousin. Le sujet de ce mail était « Hey Jim » et allait comme suit. « Comment ça va? Je savais que tu allais te casser la cheville et c'est pas faute de t'avoir prévenu. Fais attention à l'avenir. » Et oui, Jim s'était bel et bien cassé la cheville quelque temps après le décès de son cousin Jack. Et toujours le même problème, peu de gens savaient pour sa cheville. Je pense que vous pouvez maintenant imaginer l'état de stupéfaction dans lequel se trouvaient les proches de Jack Froese. Ces deux emails soulèvent naturellement un bon nombre de questions. Jack Froese aurait-il trouvé un moyen de communiquer avec ses proches depuis l'au-delà? Ou alors, un plaisantin se serait-il amusé à envoyer ces étranges mails? Et la réponse est... eh bien, on ne sait pas. La mort est un concept qui s'est rapidement confronté à celui de l'identité numérique. Toutefois, les politiques internes des principaux réseaux sociaux au sujet de la mort numérique ont mis beaucoup de temps à arriver. Bien que créé en 2004, il faudra attendre 2015 pour que Facebook permette de transformer en mémorial virtuel les pages et profils d'utilisateurs décédés.
Sur Twitter, les proches d'un utilisateur disparu peuvent simplement faire fermer sa page après avoir envoyé un certificat de décès à l'entreprise. L'unique alternative étant donc de laisser le profil en ligne tel quel, au risque de le voir piraté par des individus malveillants. Le cas des emails posthumes de Jack Froese n'est pas un cas isolé. En 2016, un jeune homme avait raconté sur Reddit avoir reçu un mail de son père 2 ans après son décès. Mais dans cette histoire, le père du jeune utilisateur de Reddit se savait condamné et avait simplement programmé l'envoi de ce mail à une date qu'il estimait postérieure à son décès imminent. Jack Froese, quant à lui, est décédé d'une crise cardiaque, alors qu'il n'avait a priori aucun antécédent médical, ce qui a naturellement rendu sa mort très imprévisible. Dès lors, il semblait bien difficile pour Jack de planifier l'envoi de ses emails. De la même manière, comment Jack aurait-il pu prévoir que son cousin allait se briser la cheville plusieurs mois après sa mort? Surtout que Jimmy, son cousin, a reçu le mail de Jack une semaine seulement après s'être brisé la cheville. C'est effectivement très bizarre. Mais utilisons le rasoir d'Occam et posons-nous la question suivante. On sait que Jimmy a reçu le mail une semaine après s'être cassé la cheville. Est-ce que ça n'aurait pas été bien plus bizarre s'il avait reçu le mail une semaine avant son accident? Ou encore mieux, s'il l'avait reçu simplement quelques minutes après s'être blessé? Dans ces deux hypothèses, ça aurait été vraiment bien plus étrange. Mais le laps de temps suffisamment long entre l'accident et la réception du mail laisse supposer que cette information a pu se diffuser jusqu'à arriver aux oreilles de la personne, elle bien en vie, qui est derrière l'envoi de ces étranges mails. La question qui se pose alors est de savoir quelle est l'identité de celui ou celle qui utilise le compte de Jack. Ça pourrait être un hacker, mais si c'est un hacker, cette personne devait être extrêmement proche de Jack et devait également être proche de Tim pour si bien connaître leur relation. Idem pour Jimmy. La personne qui a rédigé ces mails doit obligatoirement être un proche de la famille, ou même un membre de la famille, qui sait. Et outre son identité, quelles étaient ses motivations? L'idée de s'introduire sur le compte d'une personne décédée pour envoyer des mails à ses proches sans ne rien dire de particulier, si ce n'est des banalités, me semble relativement malsaine. Peut-être s'agit-il d'un membre de sa famille ou d'un proche qui connaissait le mot de passe de Jack et qui souhaitait simplement créer une étrange histoire. Car en effet, dès 2012, de nombreux journaux en ligne ont découvert cette histoire, attirant ainsi l'attention sur l'entourage de Jack Froese. Peut-être était-ce ce que la personne derrière ces curieux mails recherchait. Ou bien était-ce simplement la satisfaction de savoir que l'on est à l'origine d'un mystère numérique dont on parle encore près de 10 ans après. Mais à bien regarder le petit reportage de la BBC, l'entourage de Jack Froese précise avoir enquêté en profondeur pour bien percer ce mystère, et que d'après ce qu'ils avaient trouvé, aucune autre personne n'avait reçu de mail de Jack postérieurement à sa mort. Personne ne connaissait le mot de passe de Jack, et le compte de Jack ne semble pas avoir été hacké. Peut-être est-ce que leurs investigations étaient insuffisantes ou biaisées, ou alors peut-être que c'est tout autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? D'où pourraient venir ces étranges emails? N'hésitez pas à m'exposer vos théories en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.